Oui. Alors, rebonjour à toutes et à tous, et pour ceux qui ne nous ont pas rejoints pour la photo, donc bonjour. On va commencer notre audition. On va avoir un timing un peu serré ce matin, puisque on voudrait donc bien sûr à 10h15 pouvoir terminer l'audition, sans frustrer personne, puisqu'après on a l'examen du rapport de notre collègue Anne-Catherine Loisier sur le projet de loi sur les négociations commerciales, l'examen des amendements qui vont suivre, et c'est surtout parce qu'à partir de 11h30, certaines membres commissaires qui font également partie de certaines délégations. Je crois que les délégations sont installées aujourd'hui à 11h30. En tout cas, c'est celle des entreprises, mais je pense que c'est toutes les délégations, Olivier. Ah non, il y en avait qui étaient ce matin très, très tôt. D'accord. Alors nous c'est midi, mais il y a une réunion à 11h30. Ah, il y a une réunion à 11h30. Pour les LR. D'accord, d'accord. Bon, voilà. Donc, au moins qu'à 11h30, on est pratiquement, si après on doit encore un petit peu discuter pour ceux qui restent, mais qu'on ait passé le rapport d'Anne-Catherine Loisier et bien sûr les procédures de vote, qu'elles puissent avoir été faites. Donc, mes chers collègues, nous recevons ce matin Madame Laure Verdeau, qui est directrice de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, plus connue sous le nom d'Agence Bio, ainsi que Monsieur Philippe Camburé, qui est le président de la Fédération nationale d'agriculture biologique, pour évoquer avec eux la situation et les enjeux de l'agriculture biologique. Nos deux invités ont un positionnement différent. L'Agence Bio est un groupement d'intérêt public dont le ministère de l'Agriculture et les chambres d'agriculture sont membres, chargés de promouvoir l'agriculture biologique et d'en expliquer les principes aux consommateurs. La Fédération nationale d'agriculture biologique est-elle un syndicat de producteurs avec de ce fait un regard, si vous me le permettez, un peu plus militant? En cette période d'inflation à 2 chiffres des prix alimentaires et dans la perspective de la prochaine loi d'orientation agricole, il me paraît important d'entendre les acteurs de cette filière, importante pour notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. 20% des agriculteurs en France, en moyenne plus jeunes, sont engagés dans l'agriculture biologique. Comme nous aimons à le rappeler au sein de cette commission, l'agriculture française est une agriculture plurielle et c'est bien ce qui fait sa force. L'agriculture biologique attire encore aujourd'hui de nombreux candidats à l'installation, désireux de concilier une nécessaire productivité, seule à même de générer du revenu et d'approvisionner notre marché, et un respect de standards environnementaux supérieurs à ceux déjà élevés de l'agriculture conventionnelle. Cependant, depuis de nombreux mois maintenant, on observe un assez net repli de la consommation de produits issus de l'agriculture biologique. Ce repli est accrédité par le panorama 2022 de l'Agence Bio, qui fait état d'une part du bio dans le panier des Français de 6% en 2022 contre 6,4% en 2021, soit près de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins pour l'agriculture biologique. Le recul est particulièrement marqué sur les segments des viandes, traiteurs produits de la mer surgelés et fruits et légumes, alors que les prix du bio, certes bien plus élevés, de plus de 100% pour les grandes cultures, 70% pour les fruits et légumes, 30% pour la viande et 20 à 30% pour le lait, ont en moyenne augmenté moins vite que le reste des prix alimentaires en cette période d'inflation. La filière bio étant très dépendante de la consommation à domicile, cette baisse nous interroge forcément sur la dynamique de la filière. Simple mauvaise passe conjoncturelle ou symptôme d'une politique de montée en gamme incantatoire, peu réfléchie et mal accompagnée. En témoigne la multiplication des fermetures d'enseignes spécialisées, près de 200 entre 2021 et 2022, et la tendance se poursuit en 2023. À noter que dans ce contexte morose, la vente directe tire nettement son épingle du jeu, ce qui confirme l'appétence grandissante des consommateurs pour les circuits courts. Cette crise de l'aval se ressent forcément à l'amont
avec un solde des conversions, certes toujours positif, mais en forte baisse en 2022 par rapport à 2021. Nous n'assistons pas à un phénomène massif de déconversion, mais d'ores et déjà à une baisse des conversions, parfois freinée par les coopératives et les transformateurs. Songeons que le groupe Lactalis avait fait état pour l'année 2021 d'un taux de déclassement du lait bio de 40% et que depuis 2021, près d'1 million de poules bio ont été déconverties. Et la crise s'étendrait maintenant aux céréales. Dans ce contexte dressé à grands traits, quel levier identifiez-vous pour inverser cette tendance baissière? Je crois savoir, donc Madame la directrice, que l'agence bio place beaucoup d'espoir dans une relance par la demande, par exemple via la hausse des achats de produits bio en restauration collective, conformément aux dispositions de la loi Egalim. Or, les cantines scolaires font elles aussi face à une flambée de leurs coûts, ce qui rend l'équation particulièrement délicate. Nous sommes bien placés ici au Sénat, la Chambre des territoires, pour le savoir. A contrario, a-t-on assez creusé la piste d'une politique de l'offre consistant à structurer la filière par le développement notamment des industries de transformation, point faible du bio, souligné dans le rapport de la Cour des comptes de 2022. Par ailleurs, selon l'agence bio, 73% des pertes du bio en valeur vont vers d'autres offres labellisées, notamment vers la certification haute valeur environnementale, qui a un coût pour nos finances publiques, mais, semble-t-il, pas d'effet observé sur l'environnement, ou encore des allégations du type zéro résidu de pesticides. Cela semble accréditer l'idée qu'une concurrence des labels se fait bel et bien au détriment des plus sérieux d'entre eux, comme l'avait avancé dès 2022 notre collègue Fabien Gay, ici présent, et deux anciens collègues de notre commission, Françoise Férat et Florence Blatrix-Contat, dans leur rapport « Information du consommateur, privilégier la qualité à la profusion, comment concrètement remédier à cette situation ?» Voilà quelques questions auxquelles je présume vous allez donc pouvoir nous répondre. Je vous laisse la parole sans plus tarder, à l'un comme à l'autre, et ensuite nos collègues sénateurs, je ne doute pas, auront de très nombreuses questions à vous poser. Est-ce que vous commencez, Madame la directrice de l'agence bio? Alors on vous laisse la parole, et ensuite Monsieur le Président prendra la suite. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, je me permettrai de rebondir sur ces chiffres pour vous donner un peu de couleur sur actuellement la demande. Effectivement, on est dans une situation inédite. Un marché, d'habitude, se pilote par l'offre et la demande. Jusqu'ici, on avait tellement de demandes en bio, jusqu'à il y a encore 2 ans, qu'on ne s'occupait que de développer l'offre dans les champs. Et nous avons un objectif national de 18% de surface en bio. Décréter 18% de surface en bio dans les champs, en fait, si on se met à produire du bio dans les champs mais que personne ne le mange dans les villes, nous avons un problème. Or, c'est ce qui se passe depuis 2 ans, puisqu'effectivement, nous mangions 6,5% de bio et nous avons rétréci la part de courses que nous dépensons en bio à 6%. Cela nous met au niveau des États-Unis. Nous, la patrie du bien manger. Pour, d'un coup de baguette magique, supprimer les problèmes du secteur bio, il suffirait de doubler notre apport en bio. Si on mangeait demain 12% de bio, on aurait un marché à 30 milliards au lieu de 12 milliards. Et franchement, tout irait bien. Et ça absorberait la demande de bio dans les champs. Parce que j'y reviendrai, mais nous avons des agriculteurs, des agricultrices qui veulent passer en bio. Et nous avons surtout besoin de remplacer les nouvelles générations, puisque nous avons 100 000 départs à la retraite à préparer. Et nous allons avoir une saignée démographique si nous ne les remplaçons pas. Or, nous savons que les fils et les filles d'agriculteurs ne vont pas suffire pour remplacer les départs à la retraite. Il va falloir recruter des talents à l'extérieur. Il va falloir recruter des gens au métier agricole d'autres secteurs. C'est les fameux NIMA, les non issus du milieu agricole. Or, qu'est-ce qu'on sait des NIMA? C'est qu'ils ont très envie d'être en bio pour la moitié d'entre eux. Donc, on pourrait difficilement leur refuser le droit au bio parce que ça ferait une saignée démographique. Donc, je reviens à la demande. Nous mangeons 6% de bio. Il faudrait en manger 12%. Sans doute, vous vous dites, c'est fantaisiste. Mais figurez-vous que nos voisins européens, que ce soit les Danois, les Autrichiens, les Suédois, même les Suisses, sont quelque part entre 10 et 13%. Et même nos voisins, j'aime bien l'exemple allemand, les Allemands sont à 9%. Donc a priori, nous, France, patrie du bien manger, nous pourrions tout à fait
accueillir plus de bio au quotidien dans nos courses, mais pas que dans nos courses. J'aimerais vraiment qu'à chaque fois que vous examinez le marché du bio, vous pensiez à 3 débouchés potentiels. Il y a certes la consommation à domicile, qui est insuffisante et sur laquelle repose et dépendant le marché bio, puisque c'est 92% des débouchés qui s'offrent aux agriculteurs. Il n'y a que 8% du bio qui est mangé à l'extérieur du foyer, c'est-à-dire que ce soit à la cantine et en restauration commerciale. Alors, ce marché bio, donc, il faut absolument qu'il soit relancé dans la consommation à domicile, mais il faut aussi qu'il soit mis en conformité avec la loi Egalim. Chaque fois qu'on ne respecte pas les 20% de bio fixés par la loi Egalim, c'est 1,5 milliard qui échappe de business à nos agriculteurs français. Et le 3e segment auquel j'aimerais vraiment que vous pensiez systématiquement, et j'y suis d'autant plus sensible que j'ai pu voir qu'à votre restaurant, il n'y a pas de bio, la carte, c'est la restauration commerciale. En France, nous avons 170 000 restaurants. Pardon ? Il peut être tout à fait aussi bon, mais avec un peu plus de bio pour servir les objectifs nationaux. Actuellement, 170 000 restaurants en France. Donc, je ne parle pas que des étoilés au Michelin. Je parle aussi des kebabs, des pizzerias, des glaciers, des bistrots. N'achètent que 1% de leurs denrées alimentaires en bio. Là aussi, c'est une perte d'opportunité colossale pour nos agriculteurs français. Donc, on pourrait imaginer demain qu'on peut modeler, parce qu'un marché, ça se modèle. Personne ne s'est roulé par terre pour acheter des voitures électriques. On a construit le marché de la voiture électrique. Si on imagine que le bio, c'est un peu la voiture électrique de nos assiettes, on pourrait tout à fait modeler cette consommation de bio. Donc, actuellement, on a tendance aussi à mettre tout sur l'inflation, qui a bon dos, mais rappelons que l'inflation est 4 points moins élevée en bio. Et surtout qu'on ne pourra pas faire la transition alimentaire en faisant juste copier-coller de nos listes de courses habituelles. Il va falloir, notre chariot a pris 15%, c'est le moment de le repenser. Or, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à tout mettre dans le même sac. Or, permettez-moi un peu de segmentation. Nous avons 68 millions de concitoyens. 10 millions sont certes en situation de précarité alimentaire et il est indispensable que le bio fasse partie de l'aide alimentaire. En revanche, nous avons 58 millions de consommateurs / citoyens qui sont encore en situation de faire des arbitrages. Nous avons même un tiers d'entre eux pour qui l'inflation est quasi indolore. Que se passe-t-il ? Ils ne font plus l'arbitrage en faveur du bio. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement, comme vous l'avez très bien dit, Madame la Présidente, préférer des labels... alors déjà, ne parlons pas de labels, parce que ce n'est pas des diplômes d'État, ce n'est pas des labels, c'est des allégations marketing. Ils vont préférer sans doute acheter un cochon dit bien élevé sur l'emballage plutôt qu'un cochon bio. Il n'y a rien de plus subjectif que bien élevé. Mes amis trouvent leurs enfants bien élevés. Bref. Donc, on a vraiment besoin de réorienter les arbitrages, de redonner envie de bio. Or, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a des arbitrages. Les Français ont encore des marges de manœuvre, mais leurs marges de manœuvre ne servent pas au bio. Or, c'est la seule consommation individuelle dont il est prouvé par la recherche, par les agences de l'eau, par l'Office français de la biodiversité, qu'elle rapporte au collectif. Chaque fois que vous mangez bio, vous baissez la facture de dépollution de l'eau de tout le monde. Chaque fois que moi je mange bio, j'augmente la biodiversité de 30%. Donc, il y a vraiment le bio est un label d'État. C'est le label d'État, la plaque de la transition agroécologique. Et chaque centime investi sur le bio rapporte au collectif. Donc c'est très dommage que la consommation des Français se disperse. Donc il faut redonner envie de bio. Et c'est pour ça que nous pensons que la première chose qui relancera le bio, c'est le fait que les consommateurs en veuillent de nouveau. Par exemple, on a beaucoup entendu parler de la grande distribution qui retire le bio des rayons. Mais en fait, c'est normal, ils sont là pour vendre des choses qui s'achètent. On ne va pas leur demander de faire autre chose. Donc il faut que les gens aient de nouveau envie de bio. Donc on a 58 millions de Français qui ont continué d'acheter du café en capsule à 80 € le kilo, des salades en sachet, de l'eau en bouteille, toutes sortes de choses où on aurait pu imaginer que ça s'effondrerait avec l'inflation. Or, ça ne s'est pas effondré. Donc il n'y a pas du tout eu la même baisse qu'il y a eu concernant les produits bio. Donc la première chose à faire, c'est de remodeler une demande. Les Français, nous le savons parce que nous avons eu des fonds supplémentaires du MASA, ne savent plus ce qu'est le bio. Nous avons fait un focus group avec des consommateurs et nous ont dit « Ah, c'est le truc où il y a 5% de pesticides ?» Non, pas du tout. Donc, en fait, il faut reprendre les bases. Et il y a un déficit. Jusqu'ici, le bio était un peu le grand muet. C'était un peu le Bernardo, puisque de toute façon, on n'allait pas faire de la pub pour des produits dont on n'en avait pas assez. Sauf que maintenant, il y a 3 choses qui font cruellement défaut à nos citoyens pour qu'ils deviennent des consommateurs éclairés. C'est 1, savoir ce qu'est le bio. Un label d'État, garanti par 10 organismes agréés par l'État, indépendants, une production sans pesticides de synthèse, puisqu'ils voient bien l'actualité sur les pesticides de synthèse dans les nappes phréatiques, qui œuvrent au bien-être animal, qui laissent des mètres carrés aux animaux, etc. La deuxième chose qu'ils doivent absolument savoir, c'est pourquoi c'est bon. Pourquoi est-ce que quand l'INRAE décide de faire un méta-programme bio et de mettre 300 chercheurs sur le coup, on constate que le bio a des bienfaits pour le climat,
pour le carbone, pour les sols, pour les abeilles, les coccinelles, bref, et puis pour le bonheur des agriculteurs. Je me permets une insiste, nous avons publié un baromètre du moral des agriculteurs bio, et on voit que si on veut des agriculteurs heureux, le bio contribue nettement à leur bonheur, et ils se sentent engagés dans une agriculture citoyenne, ils attendent donc que comme ils sont engagés pour le collectif s'engage pour eux. Donc nous avons actuellement besoin de passer ces 3 messages qui sont 1, ce qu'est le bio, 2, pourquoi c'est bon, et 3, comment est-ce qu'on en mange, quel que soit son pouvoir d'achat. Et là, on est sur 2 horizons temps. À très court terme, pour redonner les clés, pour redonner à la consommation, il faut faire des campagnes pour expliquer de façon pratico-pratique comment est-ce qu'on met plus de bio dans l'assiette à budget inchangé. Parce que oui, c'est possible. Le bio est accessible pour tout le monde, moyennant une transition alimentaire. C'est-à-dire que si demain on gaspille beaucoup moins, qu'on cuisine beaucoup plus, qu'on achète de saison, qu'on achète en direct, qu'on varie nos protéines végétales et animales, mécaniquement, la part du bio pourra augmenter. Une étude de l'INRAE a d'ailleurs prouvé qu'à pouvoir d'achat égal, l'éducation est clé. C'est-à-dire qu'entre une famille, ils ont pris un carottage, même CSP, entre des familles qui mangent beaucoup de bio et des familles qui ne mangent pas de bio, il y a 12 points d'écart dans leur budget alimentaire respectif. Ce n'est pas donc 2 fois plus cher de manger bio. C'est 12 points d'écart. Pourquoi ? Parce qu'ils n'achètent pas la même chose, ils ne l'achètent pas au même endroit, ils n'achètent pas la même quantité. Donc on a tout à fait les moyens de modeler cette consommation. Nous avons 2 objectifs nationaux. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de question. Enfin, la montée en gamme qui se fait, c'est pas forcément le bon vocable pour parler du bio. On a un objectif national de développer le bio parce que les Français aiment bien avoir un agriculteur bio comme voisin. Ils aiment bien aller faire leur jogging à côté d'un champ bio. Pourtant, quand ils franchissent la porte du supermarché, ils ne vont pas forcément mettre du bio dans leur panier. On a un peu ce même gap, cette même dissonance cognitive quand les gens vous disent « je ne regarde qu'Arte » et que vous regardez les chiffres d'audience, il y a TF1 qui est en tête. Il faudrait pouvoir réduire ce décalage entre le déclaratif et les actions. Pour ça, il faut éduquer. Et donc éduquer par des campagnes d'information massives, pratico-pratiques à des heures de grande écoute, idéalement tous les soirs à 20h, répéter les produits bio des sensations pures, ou les produits bio nos amis pour la vie. Et puis, il faudrait, sur le long terme, commencer à éduquer maintenant les enfants qui sont en grande section de maternelle, vont sortir et vont partir de chez leurs parents en 2035. Cette génération 2035, pour qu'elle ne soit pas à la merci de marques d'agroalimentaire ou de chaînes de fast-food, il faut l'éduquer maintenant. Pour qu'elle soit, parce qu'on sait avec un assez bon degré de certitude qu'un citoyen informé devient un consommateur averti une fois qu'il est en train de faire ses courses. Donc, je conclurai sur le fait que nous avons donc 2 objectifs nationaux, 18% de bio dans les champs, mais pas forcément 18% de bio dans l'assiette. On a 20% de bio, mais que dans l'assiette de la restauration collective. Il faut qu'on puisse avoir comme indicateur, le vrai indicateur sur lequel nous devrions avoir les yeux rivés, c'est notre taux de consommation bio. En gros, il faudrait qu'on devienne danois, qu'on mange 12% de bio. Donc, c'est les 20% qui sont proclamés par Egalim dans les cantines. Nous ne sommes qu'à 7%. C'est une perte de chance pour nos agriculteurs. Et pour cela, je conclurai juste sur je sais que vous êtes tous plus ou moins très au courant de PAT qui sont dans vos territoires. Les PAT ont bénéficié de 80 millions d'euros de financement public sans jamais qu'il soit... Il y a des PAT qui sont rédigés sans jamais qu'il y ait le mot bio. Donc c'est assez surprenant. Et donc, comme certains PAT permettent également de faire de l'éducation alimentaire, permettent également de parler de précarité alimentaire, nous pensons que l'avenir du bio pourrait passer par une mention plus systématique, notamment du bio comme objectif, et surtout que les PAT servent ces 2 objectifs nationaux de bio. Voilà. Merci Madame la Directrice. Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, pour votre écoute ce matin. Je voudrais juste compléter la présentation que vous aviez faite déjà très précise par quelques faits justement de la part des agricultrices et des agriculteurs qui sont en bio aujourd'hui et qui sont encore nombreux à se demander s'ils ont fait le bon choix. S'ils ont fait le bon choix il y a 2 ans, 5 ans ou même il y a 40 ans pour les plus anciens d'entre eux, qui vont maintenant partir en retraite bientôt et qui se demandent si leur ferme qui est passée en bio il y a 40 ans ou qui même peut-être n'a jamais été autre chose que du bio, va pouvoir rester en bio. Ce constat aujourd'hui, il est dans toutes les fermes, dans toutes les régions, dans tous les secteurs de production ou quasiment. Et ce constat, il est finalement le résultat du décrochage de la consommation. Je ne reviendrai pas dessus, ça a déjà été cité. Mais le désarroi des agricultrices et des agriculteurs bio aujourd'hui, il est aussi
finalement le résultat de choix politiques qui ont été faits très ambitieux et qu'on a toujours salué et qu'on saluera toujours, d'aller vers ces 18% à la fin de la PAC, mais 21% si la planification écologique va au bout de ses résultats. On a toujours salué ces ambitions-là, sauf que ces ambitions-là n'ont pas toujours été considérées comme suffisamment fragiles par moment pour mériter le soutien qui était en face. À tel point qu'en 2017, force était de constater qu'on avait des croissances à plusieurs chiffres qui faisaient sûrement envie à plein d'autres secteurs, et le choix a été fait de laisser l'oiseau s'envoler sans finalement s'assurer de la pérennité, de la solidité. Sauf que quand on a des croissances fortes, mais qu'on est déjà à des niveaux de pénétration de 10, 15, 20%, il n'y a pas de problème, on peut considérer qu'on a une inertie et qu'on va pouvoir supporter des aléas de la consommation et des aléas de la demande. Ça n'était certainement pas le cas en 2017. Et donc les paiements pour services environnementaux de l'époque, qui s'appelait aide au maintien à l'époque, mais qui n'était finalement rien d'autre que ça, ces paiements pour services environnementaux sont passés à la trappe, et on a considéré que c'était le marché, donc l'aspiration du marché, de la consommation, qui allait faire le travail. Sauf que on voit très bien que la consommation, c'est pas quelque chose qu'on pilote du bout des doigts, c'est pas quelque chose qu'on anticipe longtemps à l'avance. On voit bien et on retrouve depuis plusieurs mois la conscience de nos fragilités. Et c'est ce choix aujourd'hui, donc, de laisser finalement le marché gérer le développement du projet bio français. C'est ce constat-là qui fait qu'on a du désarroi dans les fermes. Et c'est pour ça que finalement, on fait le constat que, comme n'importe quelle autre filière agricole ou filière économique, on a besoin justement d'une structuration, vous l'avez dit Madame la Présidente, d'une structuration digne de ce nom. Qu'on ne laisse pas simplement ces paysans bio s'amuser dans leur coin, s'organiser comme ils veulent, pourvu qu'ils ne la ramènent pas trop. Excusez-moi, je vais prendre la parole un peu plus militante que vous avez citée tout à l'heure, mais je ne vais pas dépasser. Ne laissons pas simplement une affaire se dérouler comme ça entre avertis et dans l'entre-soi d'une nouvelle niche agricole. Nous sommes des entreprises à part entière, nous sommes des exploitations agricoles à part entière, nous sommes reconnus comme tels, et de ce fait, nous avons forcément besoin par moment, comme n'importe qui en a besoin, de structures fortes et de soutien de ces structures fortes. Et pour prendre exemple, dans des filières agricoles qui, dans toute leur histoire, ont connu effectivement ces aléas de consommation, que ce soit sur du vin, du porc, du lait, enfin je ne ferai pas la liste, tour à tour, toutes les filières à peu près, à un moment de leur histoire, connaissent ce genre de décrochage de la consommation par rapport à l'offre. Offre-demande, évidemment, on a besoin d'avoir un regard prospectif, tant qu'on a des indicateurs disponibles pour qu'on puisse anticiper les choses. Et malheureusement, quand le décrochage devient trop important, on a besoin de réguler. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on a un décrochage fort de la consommation qui fait qu'on a du déclassement. Des produits bio, répondant à un cahier des charges strict, se retrouvent aujourd'hui mélangés au milieu de tous les autres produits par déclassement. 30, 40% par moment dans certaines filières. Donc ce constat-là, jamais on le ferait dans une autre filière. Jamais dans une autre filière, on ne laisserait les productrices et les producteurs prendre sur leur propre trésorerie, leur propre solidité financière, 30 à 40% de perte de revenus. Jamais. Donc aujourd'hui, notre vision, parfois militante, mais en tout cas économique des choses, c'est que les outils de régulation de marché qui sont aujourd'hui disponibles, soit pour la réduction volontaire de production, soit pour de l'aide au stockage, de l'aide à la transformation, enfin il en existe des tonnes, à l'échelle française, mais aussi évidemment sur des dynamiques européennes. Ces outils-là, aujourd'hui, montrent leurs limites par rapport à la filière bio, par des niveaux de seuil, par des niveaux de complexité technique qui font qu'on est bien à la peine aujourd'hui de réunir les outils nécessaires pour que on puisse conforter la production. On a à travailler avec vous, parlementaires, avec le ministère, sur la création ou la modification des outils existants, de façon à ce qu'on se prémunisse contre ce genre d'aléas à l'avenir, avec
Un peu plus de moyens évidemment sur la demande, parce qu'on n'est encore pas au rendez-vous, on le sait, même si des annonces plutôt encourageantes viennent d'être faites. On aura besoin de soutenir l'offre dans la mesure où l'inertie de la demande, elle sera forcément au rendez-vous. C'est pas parce qu'aujourd'hui on va dépenser des millions et des millions d'euros de spots de pub pendant la mi-temps des matchs de n'importe quelle compétition qu'on aura une relance immédiate. On a de l'inertie de façon structurelle et on aura besoin, au moins pendant l'année à venir, sans doute pendant plusieurs années qui viennent, d'avoir des outils qui répondront à ces objectifs-là pour ne pas décourager mes collègues qui ont fait ce pas en avant, pour ne pas donner ce signal contre-productif dans une année où on a travaillé sur un projet de loi d'orientation agricole sur le renouvellement des générations. Quelle réponse la France va donner à tous ces candidats à l'installation en agriculture si on les décourage d'emblée en leur disant qu'il n'y a pas de place pour la bio demain? Donc ces enjeux-là doivent être coordonnés de manière transversale et la solution est certainement plurielle. Monsieur le ministre de l'Agriculture tient à cet objectif de 18% à la fin de la programmation de la PAC. C'est une posture qui mérite évidemment d'être saluée. Aujourd'hui, on ne manque pas de l'interroger sur les moyens mis en œuvre pour respecter ça, parce que 2023, malheureusement, risque d'être l'année du recul de l'agriculture bio en France. Préparons-nous à ce constat, préparons-nous d'ores et déjà à avoir une donnée 2024 du retour à des horizons plus rassurants, et puis finalement plus rassurants pour l'ensemble des transitions dans lesquelles on est engagé aujourd'hui, que ce soit la biodiversité, le carbone, j'en passe, et des meilleurs. L'enjeu des transitions aujourd'hui ne pourra pas faire l'économie de l'agriculture biologique. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, vous vouliez rajouter 2 mots et ensuite on va passer aux questions parce que le temps défile. Juste pour la complète information de cette salle, nous sommes actuellement champions d'Europe de bio en surface. Nous avons 2,8 millions d'hectares. Donc nous pouvons avoir un cocorico bio. Et l'Espagne est d'ailleurs très embêtée d'avoir perdu son leadership. Et pour rebondir, effectivement, nous risquons de voir ces 10% de surface allouée au bio reculer cette année. Pour l'instant, ça ne se voit pas dans les chiffres. Ça sera sans doute en fin d'année. Et nos 60 000 fermes bio sont notre patrimoine national. Donc si demain elles devaient régresser, ce serait un appauvrissement de notre patrimoine agricole. Ça, c'est une première chose. Et ma deuxième chose, c'est que nous n'avons pas abordé la question de la souveraineté, mais le bio est un outil de souveraineté alimentaire. Actuellement, nous produisons 70% du bio que nous consommons en France. C'est-à-dire que 70% du bio consommé en France est made in France. Et si on retire de ce chiffre les produits tropicaux qui ne poussent pas sous nos latitudes, les bananes, les amandes, les chocolats, on monte à 82% de bio consommé en France, made in France. Le bio est donc un excellent élève de la souveraineté alimentaire, d'autant plus qu'il permet de ne pas creuser le déficit en engrais synthétiques, en engrais azotés, puisqu'il n'en utilise pas. Et nous avons quand même un déficit commercial en engrais de 1,4 milliard. Merci. Merci à tous les deux. Donc, je vais céder la parole à l'ensemble de nos collègues, simplement pour la bonne organisation des débats et par rapport au timing qui nous est imposé. Donc, on a actuellement 18 inscrits. Je ne suis pas sûre qu'on arrive tous à poser la question. On va essayer. Je demande aussi à la fois à Madame la directrice et à Monsieur le Président d'être le plus synthétique dans leurs réponses, mais comme je demande aussi à nos collègues d'être également très synthétiques dans leurs questions pour essayer que l'ensemble des collègues inscrits puissent poser la question. D'abord, on va faire juste un tir groupé des 3 rapporteurs de la mission agriculture, donc Laurent Duplon, Franck Menonville et Jean-Claude Tissot. Et ensuite, on fera les questions-réponses dynamiques et assez courtes dans les 2 sens. Donc, Laurent Duplon, Franck Menonville, Jean-Claude Tissot, qui sont nos rapporteurs dans le cadre du PLF sur la mission agriculture. Merci Madame la Présidente. Voilà maintenant quelques décennies que l'agriculture biologique prospère en partie sur une fausse promesse, car beaucoup trop politisée, voire même beaucoup trop dans l'idéologie. Cette illusion, qui s'est maintenant répandue à d'autres secteurs économiques, c'est celle d'une production immaculée, d'un travail de l'homme ne laissant aucune trace sur son environnement. Résultat, les Français ne savent pas, pour une bonne partie d'entre eux, que l'agriculture biologique autorise, elle aussi, l'usage de pesticides. Les réactions indignées au complément d'enquête d'il y a quelques semaines sur le sujet l'ont montré. Et on peut dire que vous ne vous êtes pas démené
pour dissiper ce malentendu d'une production agricole soi-disant sans pesticides et sans engrais. Vous-même connaissez les cahiers des charges et savez très bien que dans la réalité, tout est affaire, malheureusement ou heureusement, de bénéfice-risque. Vous êtes même bien placé pour savoir que l'agriculture fait parfois face à ce que l'on appelle des impasses techniques. J'en veux pour preuve l'usage du cuivre, fongicide pour contrer le mildiou et la tavelure, utilisé par tout le monde, mais d'autant plus en agriculture biologique que d'autres substances lui sont interdites, avec des effets délétères sur la vie des sols. Une expertise scientifique collective menée par l'INRAE en 2018 a donné quelques pistes pour s'en passer, mais laisse autant de questions que de réponses, comme souvent dans ces sujets-là. J'aurais donc 2 questions. Premièrement, pouvez-vous nous dire où en êtes-vous 5 ans après sur ce rapport dans la recherche d'alternatives ou la réduction des usages de cuivre? Deuxièmement, vous qui vous montrez si prompt à dénoncer le moindre écart dans les allégations des labels concurrents, qu'attendez-vous pour faire le ménage dans votre propre maison en rappelant à l'ordre ceux qui, en véhiculant une fausse image de l'agriculture biologique, finissent par jeter le discrédit sur l'agriculture française dans son intégralité? Pour une entrée en matière, Franck Menonville et ensuite Jean-Claude Tissot. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Directrice, Monsieur le Président. Une question très simple. Est-ce que l'agriculture biologique aujourd'hui finalement ne fait pas les frais de l'organisation politique qui a été la sienne, et notamment partant d'objectifs fixés politiquement quant à des objectifs de production et des objectifs de consommation, en n'étant pas suffisamment connectés et structurés au marché. Depuis un certain nombre de lois, ça a été le cas sous le ministre Le Foll, ça a été le cas par la suite, finalement on oriente des objectifs de production, des objectifs de surface, on accompagne des conversions et on se donne parallèlement pas les moyens d'être suffisamment connecté au marché, connecté aussi à la demande du consommateur, avec sans doute aussi des outils de transformation trop peu présents et trop peu structurés sur les territoires. Voilà un peu donc finalement ma question, c'est comment faire en sorte d'allier objectifs, mais également objectifs politiques, si ça c'est le choix des politiques, mais aussi réalité économique, réalité des marchés, réalité des consommateurs. Merci Franck. Jean-Claude Tissot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame la Directrice, moi je ne tire pas à balles réelles, mais avec notre collègue Duplon, on a des visions différentes sur ce thème-là. Je vous remercie déjà de vos exposés liminaires qui illustrent les nombreux intérêts de l'agriculture bio et de son développement. Et pour ma part, j'aurais quelques questions complémentaires. Pour revenir sur les différentes aides à l'agriculture bio que vous avez évoquées, je souhaiterais savoir quel est votre regard sur les pertinences de ces aides, que ce soit en volume ou sur le ciblage, et est-ce que les critères retenus sont pertinents? L'aide de 60 millions d'euros annoncée en mai dernier par le ministre de l'Agriculture est une première étape, mais elle me paraît quand même bien maigre pour atteindre l'objectif des 18%, vous l'avez dit, Madame la Directrice, de la SAU en bio d'ici 2027. Enfin, je souhaitais aborder la concurrence intra-européenne et extra-européenne sur les produits issus de l'agriculture bio. On évoque très souvent la concurrence sur l'agriculture dite conventionnelle, mais que pouvez-vous nous dire sur la concurrence que subit l'agriculture biologique française, et je pense notamment aux produits espagnols, vous l'avez dit aussi, vous en avez parlé aussi, Madame la Directrice. Il me semble que l'une des réponses pour le bio français devrait être de renforcer le lien entre l'agribio et le localisme pour répondre à ces concurrences, autant sur le prix que sur l'impact environnemental. Et enfin, ma dernière question portera sur le lien indispensable avec les collectivités territoriales et les établissements scolaires. On le sait, et on retravaille dessus, le pourcentage de produits issus de l'agribio dans les cantines reste bien en dessous des objectifs, avec seulement 6% de produits bio dans les cantines en 2022. Comment expliquez-vous ce développement difficile, et est-ce seulement lié à la structuration des filières? Merci. Je vous laisse la parole pour répondre à ces 3 interventions. Merci beaucoup. Alors, je suis un peu triste parce que ça veut dire que vous n'êtes pas allé sur le site de l'Agence Bio, puisque nous avons fait une infographie, justement. Nous voulons vraiment que le citoyen... En fait, nous, on n'a pas d'action en bio. Que le bio se vende ou pas, on n'est pas payé plus à la fin. Donc, on veut juste que, s'il choisit ou pas le bio, le citoyen le fasse de manière éclairée.
Donc nous, on n'a aucun intérêt à propager des faux bruits. Surtout, on est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Vous doutez bien qu'on ne va pas nous laisser faire. Dans cette infographie que nous avons largement diffusée, nous montrons qu'il y a actuellement 455 substances chimiques autorisées en Europe pour faire de l'agriculture et que le bio en utilise 47, dont le cuivre, que nous citons expressément. Donc, pourquoi ? Parce que nous expliquons la différence entre la chimie naturelle et la chimie synthétique. Pour revenir sur le cuivre, je regrette qu'à chaque fois le débat soit capturé sur le cuivre. Le cuivre, c'est un petit point du pixel, alors j'aimerais vraiment qu'on ait la big picture, la grande photo du bio ce matin. Le bio n'utilise pas plus de cuivre puisque c'est 4 kg par an par hectare. Et surtout, on n'a jamais fermé un captage d'eau. Nous avons 36 000 captages d'eau en France. Les agences de l'eau n'en ont jamais fermé à cause d'une pollution en cuivre. Jamais. Et alors qu'il y en a 100 qui sont fermés pour pollution agricole. Deuxième point, le cuivre, il est vendu en complément alimentaire dans les pharmacies. Donc le grand méchant cuivre, bon, je pense que c'est dommage de se focaliser sur ce point de détail où l'amélioration continue qui est dans l'ADN des bio est en œuvre et qu'effectivement tout est fait pour se passer de cuivre. Et j'encourage à ce qu'on finance largement plus la recherche pour dépasser cette impasse technique sur le cuivre. Par ailleurs, vous avez parlé de fausses promesses du bio. Alors moi, je ne suis peut-être pas de la génération où on a cru que le bio faisait revenir l'être aimé et résolvait tous les problèmes de l'existence. En revanche, nous avons besoin maintenant que c'est un produit de masse, pas juste un produit d'initiés, de militants, que chacun sache ce qu'il en est. C'est pour ça que nous appelons à avoir un budget de communication et d'information du citoyen au quotidien, mais aussi nous appelons à pouvoir faire entrer le bio dans l'éducation alimentaire de façon à avoir des citoyens éclairés là-dessus. Concernant les objectifs fixés par un marché, pour un marché, effectivement, un marché, dans la mesure où on décide, on veut développer une offre, en face, il faut développer une demande. Jusqu'ici, la question ne s'était pas posée, mais vous parlez des infrastructures qui permettent de relier les différents maillons de la chaîne, consommateurs et producteurs. Je reprendrai l'image de la voiture électrique. Quand on a décrété qu'on allait passer à la voiture électrique, on s'est donné 10 ans et on n'a pas juste dit on veut des voitures électriques. On a dit on va créer des réseaux, on va éduquer et on va verser 7 000 € par foyer pour qu'ils achètent des voitures électriques. Donc c'est effectivement, le marché doit se penser à l'échelle de tous les maillons de la chaîne de valeur. Et c'est pour ça que j'en me permettrai du coup d'enchaîner sur votre question sur le bio structuré, la structuration des filières. Nous avons depuis 15 ans, depuis le Grenelle de l'environnement à l'Agence Bio, la gestion qui nous a été confiée du Fonds Avenir Bio. D'ailleurs, vous êtes cordialement invités aux 15 ans de ce Fonds Avenir Bio le 7 décembre prochain à Paris. Et nous allons célébrer justement les entrepreneurs du bio qui ont construit les filières bio. Parce que quand dans les années 90-2000, tout le monde avait voulu manger des yaourts de lait de chèvre bio, ben, on n'avait pas de chèvre, on n'avait pas de laiterie, on n'avait pas de yaourterie. Donc il a bien fallu créer ces outils-là. Et le Fonds Avenir Bio, qui a financé 300 entrepreneurs du bio, a contribué à monter ces infrastructures-là. Il est d'ailleurs sur le modèle de France Relance, c'est-à-dire qu'on demande d'abord à des entrepreneurs de venir en disant « j'ai un projet, j'ai des débouchés que j'ai sécurisés et j'embarque dans ma croissance X agriculteurs bio ». Donc c'est pour ça que nous nous réjouissons que ce Fonds Avenir Bio ait été renforcé à hauteur de 18 millions d'euros pour l'année qui vient. Et c'est justement un outil de souveraineté alimentaire parce qu'on était arrivé à des situations aberrantes où tout le monde s'est mis à manger du muesli bio. On produit de l'avoine en France, l'avoine partait en camion en Allemagne, était floconnée en Allemagne et revenait ensuite. Donc pour ce qui est de bio et local qui n'ont pas à être opposés, les Français nous l'ont montré, la présidente l'a rappelé, le segment en croissance en 2022 de 4%, alors qu'on a tous parlé du bio qui chutait, 4% de croissance dans les ventes en direct des fermes bio. Actuellement, sur les 60 000 fermes bio, il y en a 26 000 qui vendent en direct. 26 000, c'est plus que toute la grande distribution. La grande distribution, c'est 18 000 points de vente sur le territoire. Donc c'est bien la preuve qu'entre bio et local, et pas cher, parce que notre ex-président, par exemple, Philippe Henry, vous connaissez, il vend ses patates à 1,30 € le kilo à la ferme. Entre bio, local et pas cher, les Français ont plébiscité le bio en direct. Donc on se réjouit que ce soit dans l'ADN des fermes bio qu'elles vendent en direct, mais là, si elles se mettent à mettre la clé sous la porte, on perd une opportunité de reterritorialiser nos filières alimentaires. Monsieur le Président. Oui, alors, pour répondre dans l'ordre, merci de toutes vos questions, bien entendu, qui montrent que vous êtes au fait de l'actualité avec des sources d'informations précises ou parfois peut-être déjà elles-mêmes un peu engagées. Et c'est parfait l'équilibre. Et sur la question du cuivre, la question des intrants controversés en bio. Personne n'a prétendu en bio laver plus blanc que blanc, jamais de la vie. Jamais de la vie.
La démarche de progrès dans notre ADN, on fait au fur et à mesure des alertes ou des soupçons qui peuvent arriver, donc c'est le cas du cuivre, c'est le cas d'autres produits de biocontrôle d'origine naturelle qui présentent, semble-t-il, parfois des risques. À chaque fois, on anticipe au maximum et au sein de notre fédération, la question du cuivre, on n'a pas attendu un prochain cache investigation pour s'en occuper, bien entendu. On a un petit peu de financement de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros sur des programmes pluriannuels pour accompagner les agriculteurs dans les recherches d'alternatives. Comme à tout problème, on ne doit pas s'interdire, évidemment, de rechercher toutes les alternatives possibles. Et sur la question du cuivre, c'est bien le cas, évidemment. Les choses avancent, elles avanceraient plus vite. Si au niveau de la recherche et de l'Institut technique de l'agriculture biologique notamment, les moyens alloués étaient en conséquence des enjeux et en conséquence des préoccupations des citoyennes et des citoyens. Donc, il n'y a pas de question sur les intrants controversés en bio. La démarche de progrès, c'est toujours d'être le plus possible en adéquation avec les enjeux des transitions, que ce soit l'eau, la biodiversité, mais aussi la santé humaine. Aujourd'hui, on n'a plus à souffrir ce genre de remarques-là. Je pense qu'on l'a montré à bien des reprises. Quant au faux bio, évidemment, comme tout secteur économique en forte croissance, on a tendance à attirer évidemment des gens qui n'ont pas forcément la vue la plus progressiste et la plus humaniste qui soit quant au bienfait pour la société. Évidemment, de l'opportunisme, on en a. J'ai des collègues qui sont opportunistes. Nous sommes agriculteurs tous les deux. Vous savez bien que notre préoccupation, c'est d'abord de vivre de notre métier. La conception des possibilités pour vivre de notre métier, elle peut varier. Je ne suis pas là dans un procès d'intention, évidemment. Simplement, j'espère qu'on va tous dans le même sens pour que cette critique sur le faux bio cesse le plus souvent possible et le plus rapidement possible. Quant à votre question, monsieur, sur l'organisation politique, finalement, pour atteindre ces objectifs, force est de constater qu'on aurait certainement pu être plus précautionneux sur l'accompagnement. Et aujourd'hui, sans doute, on aurait peut-être on serait peut-être à quelques points de retard par rapport à ce qu'on a pu atteindre, mais ce serait peut-être des points plus solides. On aurait peut-être justement cette inertie qui nous permettrait de passer la période si on avait eu ces outils de régulation un peu plus anticipés. Je vais juste revenir sur l'actualité et aujourd'hui de l'agriculture biologique au sein du ministère. Vous êtes en mesure de le savoir aussi. On prépare la prochaine version du programme Ambition Bio qui sera présenté en début d'année prochaine, qui est en cours de travail au sein du ministère de l'Agriculture. Personne dans toutes les familles professionnels qui sont dans la rédaction, dans les groupes de travail de ce programme Ambition Bio, personne ne remet en question les 18%. Tous syndicats confondus, interprofessions, personne ne remet cet objectif-là en question. Donc, on y travaille justement pour que cette nouvelle version soit d'autant plus adaptée aux nouveaux enjeux et aux nouveaux risques, en alliant évidemment réalité économique. Pour terminer sur la pertinence des aides, Monsieur Tissot, aujourd'hui, l'agriculture biologique, comme toutes les agricultures, est soumise à la politique agricole commune qui a été choisie il y a maintenant 1 an et qui est en route pour 5 ans. Cette politique agricole commune, vous le savez, a choisi de ratisser très large pour l'évolution des pratiques des agriculteurs, en leur offrant un accès à des éco-régimes qui montrent qu'aujourd'hui, le système est dépassé par son succès. L'enveloppe des éco-régimes est déjà siphonnée, sursiphonnée, et le ministère a été obligé de prévoir 20-30% de réduction déjà sur cette récompense aux modifications de pratiques. L'agriculture biologique en fait les frais, bien évidemment, et donc ça va avoir des conséquences sur les 5-6 ans à venir, et peut-être aussi sur cet objectif de 18%. Sur les fonds d'urgence qui ont été débloqués, le cadre de l'aide Ukraine, entre guillemets Ukraine, des fonds européens, avec malheureusement la rigidité que ça peut avoir, avec la complexité que ça peut avoir. Aujourd'hui, on est évidemment loin du compte. 60 millions de prévus, 100 millions déjà de dossiers arrivés sur les bureaux des DRAF. Comment on va faire ? Comment on va faire pour combler ce manque ? Le fonds Ukraine ne sera certainement pas la nouvelle solution, mais en tout cas, on va avoir absolument besoin
de répondre à ces agricultrices et ces agriculteurs qui se sont engagés. Je ne vais pas revenir sur ce que je présentais tout à l'heure, mais l'enjeu de déconversion se montre de plus en plus fort, vous l'avez dit, cette année en particulier sur les grandes cultures, puisque c'est la dernière filière à arriver sur ce niveau de tension, et les grandes cultures représentant les plus grandes surfaces en France risquent d'avoir le plus grand impact sur les surfaces bio et sur les surfaces de protection des captages. Évidemment, les agences bio sont souvent là pour nous le rappeler, comme l'avait rappelé la Cour des comptes dans son rapport. Pour terminer sur bio et localisme, évidemment, bio et localisme se sont affrontés pendant les épisodes de confinement, déconfinement successifs. Les Françaises et les Français ont été perturbés par ce nouvel ordre économique qui s'installait pour les courses du quotidien. Ces perturbations, malheureusement, les ont amenés à parfois déprioriser, reprioriser selon des critères qui n'étaient sûrement pas solides. Et de ce fait, aujourd'hui, on a tout à gagner à se rencontrer à nouveau entre bio et localisme. C'est évidemment la solution idéale, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des produits bio sont quand même consommés localement. Mais évidemment que cette politique d'accompagnement de l'offre doit se faire aussi dans cet objectif-là, pour que finalement on arrive à répondre à toutes les demandes, et ce sera finalement l'intérêt de la citoyenne et du citoyen qui s'en sortiront grandis. Merci Monsieur le Président. Donc on va faire questions-réponses. Je vous demande vraiment d'être très court, et s'il y a des questions qui ont déjà été posées, bien sûr, d'y renoncer. Alain Cadec. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame la Directrice, vous l'avez évoqué tout à l'heure, face à l'inflation qui touche le pouvoir d'achat des Français, ces derniers sont tiraillés entre leur envie de consommer mieux, pour manger mieux, et le critère du prix, qui reste le premier critère dans leur parcours d'achat, délaissant de plus en plus l'alimentation bio. Les ventes de produits bio sont en recul, notamment en grande distribution et en magasins spécialisés. Les chiffres annoncés en juin 2023 par l'Agence Bio pour l'année 2022 confirment les grandes tendances amorcées en 2021. Les achats de produits alimentaires bio sont en baisse de 4,6%. Et la part du bio dans le panier des Français s'établit à 6% contre 6,4% en 2021. Alors, est-ce que les produits aux mentions alternatives, comme HVE, Agriconfiance ou zéro résidu de pesticides, sont vos concurrents directs, plus que l'inflation, ou bien l'attrait récent pour les produits locaux? Si oui, avez-vous prévu une nouvelle stratégie pour récupérer ces consommateurs qui vont peut-être aujourd'hui de plus en plus vers des produits plus accessibles en termes de prix? Je vous remercie. Comme je l'avais dit dans l'exposé, nous avons constaté qu'il n'y avait pas certains produits dont on pourrait imaginer qu'ils auraient été les premières victimes de l'effondrement du pouvoir d'achat des Français. Il n'y a pas eu d'effondrement pour des produits comme par exemple les capsules de café, l'eau en bouteille, etc. Vous soulignez effectivement que les Français sont tiraillés entre fin du mois et fin du monde. Et c'est pourquoi une des solutions, c'est disons que, résumons, on n'a pas beaucoup de temps. Là-dessus, sur ce qui est de la communication, on a mené plusieurs études de Kantar, avec Nielsen. Le seul consentement à payer des Français actuellement, le seul, c'est de soutenir du local ou du français. C'est-à-dire que la seule chose qui permet de faire consentir à surpayer un produit, c'est le bleu, blanc, rouge. C'est pourquoi nous avons mené une première campagne avec l'ensemble des interprofessions, le CNIEL, Interbev, Interfel. On a joué à 10 avec 10 filières pour faire une première campagne l'an dernier qui s'appelait « Pour nous, pour la planète, Bioréflex ». Je ne sais pas si vous l'avez, elle est en tête, mais elle est en ce moment sur les ondes de Radio France. La campagne a marché. Plus 5% de business à la clé pour le bio. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la campagne a été déployée, les ventes de bio ont augmenté de 5%. C'est pourquoi nous sommes actuellement dans la vague 2 de cette campagne. Les interprofessions remplissent avec nous, mais également les régions s'en saisissent, les métropoles, puisque l'Occitanie, la Bretagne et également le Pays de la Loire ont repris ce slogan Bioréflex. Nous l'avons infléchi pour cette deuxième vague en disant pour nous, pour la planète, pour nos producteurs locaux. Parce qu'en fait, l'angle mort, et cette opposition qu'on a entendue beaucoup dans les médias sur je mange pas bio, je mange local, n'a pas de sens. Et il est temps vraiment de la débunker et de montrer qu'en France, plus que dans n'importe quel autre pays européen, on peut faire les deux. On peut produire bio et manger bio, made in France, exactement.
Notre filière bio française, ça devrait être notre fierté. Nos voisins espagnols et italiens, qui sont des gros producteurs de bio, la mangent pas et l'exportent. Nos voisins allemands ne produisent pas de bio, mais l'importent. Nous, on peut faire les deux. Et donc, c'est pourquoi nous demandons à être renforcés. Nous avons déjà été renforcés, nous demandons à être renforcés. Chaque denier public qu'on nous confie, nous le faisons fructifier pour qu'il contribue à augmenter le marché bio pour tout le monde. Donc pour nous, pour la planète, Bioréflexe et nos producteurs locaux. Rapidement, Monsieur le Président. Alors très rapidement, la question de l'accessibilité aux produits bio se pose évidemment. Elle s'est posée aussi avant même cette crise-là. Il a été question justement dans des engagements de candidats à la présidentielle de rendre les produits bio accessibles à tous, notamment via des initiatives comme le panier alimentation durable ou d'autres initiatives qui permettaient justement de rompre ces clivages qui peuvent rester aujourd'hui dans l'esprit commun d'un produit bio réservé à une élite. Donc les initiatives, évidemment, on ne souhaiterait que les encourager, quitte à ce qu'on ait avant tout la recherche d'effets de levier par des opérations peut-être ponctuelles ou autres, mais en tout cas par des opérations qui viseront à améliorer ça. J'en veux pour preuve la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, qui est là et qui va reprendre en partie, au moins, cet objectif d'amélioration de l'accessibilité. En ce qui concerne les mentions alternatives, le constat, il est fait au regard de ce qui se passe dans les grandes surfaces, puisque dans les grandes surfaces, il se passe encore quand même 75 à 80% des achats alimentaires. Évidemment que la grande distribution a eu à répondre à cette question de l'aliment durable, de l'aliment bon pour la planète, de l'aliment bon pour la santé. Comment est-ce qu'elle y a répondu? Elle a cherché dans tous ses approvisionnements la façon de valoriser des démarches, tantôt agronomiques, tantôt plus citoyennes, mais en tout cas, elle s'est engouffrée dans cette démarche de distinction, de différenciation par l'allégation environnementale. Donc ça a donné naissance, évidemment, à plusieurs initiatives qui sont venues, alors je ne vais pas dire frontalement, mais au moins de manière assez forte, en parallèle de ce qui est fait en bio depuis 40 ans. Et donc, de ce fait, comme sur n'importe quelle filière économique, les consommateurs ont besoin de plus d'informations pour faire le tri et pour être éclairés et faire le bon choix, et qu'on mette de côté les allégations qui ne les satisfont pas, et au contraire, peut-être leur redonner confiance dans des choses qui sont solides, sur des cahiers des charges qui ont montré leurs preuves depuis toujours. Guylain Cambier. Merci Madame la Présidente. Je viens d'un territoire, l'Avesnois, dans le Nord, qui porte la plus grande surface agricole utile bio des Hauts-de-France. Donc c'est un thème qui nous est particulièrement sensible. Donc j'aurais une question pour chacun, parce que je vois beaucoup de mes agriculteurs, éleveurs ou producteurs de manière générale un peu déboussolés dans le contexte actuel. La première, c'est pour Madame la Directrice. On a beaucoup parlé de la loi Egalim, qui est en route depuis 2022, qui fixe un certain nombre d'objectifs plus ou moins ambitieux selon son positionnement, mais ce que l'on constate, c'est que les décideurs locaux, soit sont peu informés, soit n'ont pas les moyens non plus d'appliquer dans leurs cantines en particulier ce type d'orientation. Et ma question, elle est, est-ce qu'il y a un suivi de cette loi Egalim? Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont effectués? Et quant à Monsieur le Président, que je remercie également de son exposé, je vais prendre l'exemple de la filière lait bio, qui actuellement, le lait bio est vendu à un prix inférieur au lait conventionnel. Certains pointent d'ailleurs la marge prise par la grande distribution dans ce domaine. Et ma question courte, c'est donc de savoir, est-ce que vous avez un plan justement d'orientation ou de soutien, de structuration de la filière, les bio, de façon à ce qu'on n'assiste pas soit à un déclassement, soit à un déconventionnement, puisque en même temps, certains produits ou certaines orientations, parfois on va soutenir l'installation de l'agriculteur en bio, et puis on diminue ensuite les aides de maintien, et donc on est un peu coincé. Voilà pour mes deux questions, Madame la Présidente. Sur le suivi et le contrôle de la réalisation des objectifs Egalim, un outil a été mis en place par la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation, qui s'appelle donc Ma Cantine, qui est un outil déclaratif et aussi déclaratif. Il n'y a pas de contrôle pour l'instant. Il y a à peu près 10% des 80 000 cantines françaises qui déclarent, qui sont enregistrées et qui déclarent ce qu'elles font, pas forcément jusqu'à la question sur le bio.
dans l'outil Ma Cantine, mais on espère bien que ce sera effectivement l'outil de suivi. Ça n'aurait pas de sens que chacun fasse son fichier Excel dans son coin pour déclarer sa part de bio. On utilise, nous, beaucoup nos enquêtes. On est obligé pour l'instant de se baser sur des enquêtes annuelles que nous faisons pour estimer la part de bio. On espère que Ma Cantine et puis des contrôles pourront permettre de booster le recours du bio par les cantines. Est-ce que vous ralentissez si le radar ne vous donne pas d'amende? Vous avez un compteur. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, on a le sujet, en fait, c'est plutôt qu'on n'a pas encore pollinisé. On a énormément de cantines qui font 50, 60, 70% de bio avec le même budget. Et pourtant, encore une fois, on manque de moyens pour faire passer ce message plus largement que oui, ils savent faire un repas à 1,80 € en coût matière avec 70% de bio. Voilà comment ils font. Et ça ne dépend pas que de l'aliment, c'est aussi le fonctionnement. C'est même les restaurants qui arrivent, ils ont remis à plat leur politique énergétique, ils ont investi dans des fours programmables pour diminuer leur consommation d'énergie. Ils ont toute une palette, ils ont toute une boîte à outils qui va bien au-delà de bio-non-bio. Ça s'appelle la transition alimentaire et ça dépasse le clivage bio-non-bio. Merci pour votre question sur la filière laitière. Et je suis attaché à votre région, tellement chaque effort pour aller un peu plus loin dans le bio mérite d'être souligné, le contexte n'étant pas facile sur le plan agricole pour faire la transition des pratiques. Et en tout cas, je souligne les efforts qui sont faits dans cette région-là. Sur la filière laitière, c'est l'exemple parfait dans lequel on verrait justement l'efficacité aujourd'hui d'un dispositif qui permettrait d'agir sur ces 2, 3, 4 leviers de régulation justement de cet écart entre offre et demande. Aujourd'hui, le déclassement, il atteint des niveaux jamais, enfin pas supportables, jamais atteints pour la plupart des filières. Les seuls qui peuvent le supporter et donc ne pas faire répercuter aux producteurs sont les plus gros acteurs conventionnels qui se sont mis à faire du bio quand ça leur semblait être opportun et qui aujourd'hui considèrent que ça vaut encore le coup de garder des adhérents sous leur giron en considérant qu'on peut payer le prix du lait. Mais aujourd'hui, on verrait l'intérêt de ces outils de régulation pour justement que ce ne soit pas les opérateurs économiques qui supportent, mais qu'on ait un support ponctuel par les pouvoirs publics de cet excédent de production et que tout le monde garde sa résilience et son inertie pour pouvoir repartir quand les moyens alloués à la consommation et à la demande seront au rendez-vous. Et pour terminer sur ce sujet-là, parce que vous abordiez la question de la marge, évidemment, on n'en a pas spécialement parlé aujourd'hui, mais tout l'enjeu est là. Ce discrédit qui nous colle à la peau depuis si longtemps de produits surpayés, qui engraissent tantôt le transformateur, tantôt le distributeur, et puis peut-être finalement le producteur à la fin, mais qui dit la vérité sur ce sujet-là? On a en France un observatoire des prix et des marges qui ne travaille que 2 produits bio. Quand est-ce qu'on aura un juge de paix qui dira qui s'engraisse sur l'autre dans les filières bio? Aujourd'hui, on n'en sait rien. Donc le discrédit continue. Malheureusement, c'est valable pour les produits laitiers comme pour beaucoup d'autres, bien entendu. Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Merci pour vos exposés. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Sur des causes structurelles de la crise du bio, je pense à la fin de l'aide au maintien, sur le HVE, les éco-régimes qui ont été élargis et qui arrosent aujourd'hui tout le monde, même sans aucun progrès en termes de problématiques environnementales. Et puis beaucoup sur le pouvoir d'achat. Moi, j'aimerais que vous nous disiez, concernant le pouvoir d'achat, quel est le vrai prix? Le vrai prix entre le bio et le conventionnel. Est-ce que l'on prend bien en cause toutes les externalités positives et négatives? Est-ce qu'une partie des charges du conventionnel ne serait pas à la charge justement du contribuable? Voilà, il y a vraiment une question de prix parce qu'on revient toujours sur le coût du bio, mais je pense qu'on n'en prend pas en compte vraiment l'ensemble de ces problématiques. Deuxième question, c'est les outils, vous en avez parlé, mais les outils qui sont utilisés en général pour toutes les filières en crise, qui ne sont pas utilisés pour sauvegarder la filière bio. Et comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas un 2 poids 2 mesures? J'aimerais bien que vous nous éclairiez là-dessus. Et puis après, tout simplement, quel est l'intérêt du bio? Est-ce que le bio doit survivre? Est-ce qu'il a un intérêt pour la biodiversité et pour la lutte contre le réchauffement climatique? Madame et Monsieur.
Alors pardon, je me permettrai de commencer sur le vrai prix du bio. Je crois que votre question, elle reflète finalement la distance, y compris les Françaises et les Français, avec l'origine de leur alimentation, qui produit, où, comment, et finalement, à quel prix. Chaque jour qui passe nous éloigne de ces questions essentielles sur l'appropriation de notre alimentation. On vit, entre guillemets, et pour la très grande majorité d'entre vous, pas la totalité malheureusement, mais une période où on est en suffisance, voire en abondance. Et en période d'abondance, évidemment, on peut se permettre de s'éloigner des enjeux fondamentaux et finalement de s'éloigner aussi de ce qui fait que, aujourd'hui, une grande partie de notre alimentation est subventionnée. Qui en a conscience aujourd'hui ? Quelles concitoyennes ou concitoyens ont conscience aujourd'hui que dans l'achat d'une baguette de pain ou d'un kilo de n'importe quel autre produit, il y a une part d'argent public qui vient directement, qui vient aider au paiement. Personne ne le sait, donc on s'est éloigné. Et ce qui fait qu'on s'est éloigné aussi finalement de toutes les externalités qu'il peut y avoir à l'agriculture. Et comme le montrait la Cour des comptes sur le prix de dépollution de l'eau, les enjeux de dépollution aujourd'hui aggravés par la perte d'autonomie en quantité, avec des effets de dilution qu'on ne peut plus obtenir, va devenir catastrophique. Ces enjeux-là, aujourd'hui, ne sont pas considérés, évidemment, par nos concitoyennes et nos concitoyens. Et il y en a évidemment bien d'autres. Parce que les pertes de biodiversité et les incidences sur le climat qui pourraient être compensées par un marché carbone qui d'un seul coup viendrait solutionner tous les enjeux, aujourd'hui ce n'est pas le cas du tout. Le marché biodiversité et le marché carbone n'est pas au rendez-vous ni du revenu des producteurs, ni finalement de la solution pour les transitions. Donc le vrai prix de l'alimentation, premièrement, le vrai prix du bio, aujourd'hui on a besoin de communiquer, d'informer les concitoyens, encore faut-il qu'ils aient un appétit aussi pour s'informer de ce que c'est que manger, de ce qu'ils mettent dans leur assiette. Et puis sur les outils de régulation, on l'a vu malheureusement avec les épisodes passés, quand on a eu des aides conjoncturelles pour certaines filières, les outils de régulation malheureusement sont souvent calibrés pour la production majeure, la production massive dans le pays, et la plupart du temps on a des effets de seuil sur des volumes ou des effets très restrictifs sur des filières bien précises qui font que malheureusement l'outil est surdimensionné et mal adapté par rapport à nos besoins aujourd'hui. Ce qui me fait dire que finalement dans ce travail de recherche de meilleures structures dans la régulation de marché, on a aussi à inventer beaucoup de choses, tellement les outils actuels malheureusement sont calibrés pour une agriculture qui est en avance en matière de poids économique et en matière de capacité de production. C'est une forme d'avance. Nous, pour la forme d'avance qu'on prétend sur l'eau, la biodiversité et le climat, la santé de chacun, on n'a pas ces outils-là, donc on va devoir sans doute inventer. À l'Agence Bio, nous interrogeons chaque année depuis 20 ans plus de 4000 Français représentatifs sur leur rapport au bio. Ce qui nous permet de vous dire que la crise du bio, elle est un petit peu conjoncturelle, liée à l'inflation, liée au tourment en ce moment de la consommation, à la déconsommation massive du bio, à l'alimentaire, qui touche aussi le bio, mais elle est surtout structurelle. Elle est structurelle parce que jusqu'ici, le bio a conquis des gens qui étaient autodidactes, qui se formaient sur le bio, qui se renseignaient. En revanche, il ne pourra passer le cap que si il garde des gens qui sont venus au bio de façon un peu opportuniste parce qu'ils en trouvaient dans les rayons, sans pour autant qu'ils sachent pourquoi le bio est bon. Je vous l'ai dit, à pouvoir d'achat égal, l'éducation est clé. C'est ce qui fait qu'on consomme beaucoup ou pas du tout de bio. À pouvoir d'achat égal. Actuellement, les Français qui nous disent « moi, je ne mange pas bio », ils nous disent que c'est 1, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière le label. 2, ils s'en méfient. 3, ils pensent que c'est du marketing, ce qui est quand même un peu fort de café, puisque c'est un diplôme d'État. C'est un peu comme si un médecin diplômé d'État vous refusez de vous faire soigner sous prétexte que c'est du marketing. Ben non. Pour un énergéticien, un rebouteux ou quoi, on pourrait le concevoir. Mais quand on est diplômé d'État, a priori, on peut avoir la confiance. En fait, le bio, c'est un peu comme si c'était une monnaie garantie par une banque centrale, mais qui suscite autant de méfiance qu'une crypto-monnaie. Donc il faudrait urgemment remettre les choses au centre pour que les consommateurs puissent opter. Quand vous parlez de la concurrence, je crois, monsieur, des autres labels, effectivement, le bio, nous, à l'agence bio, on a un budget historiquement de communication de 500 000 €.
alors que les budgets de communication des enseignes, des marques, se chiffrent en centaines de millions d'euros. C'est-à-dire que certaines marques, pour vendre des produits avec un Nutri-Score peut-être Z, ont des dizaines de millions d'euros pour vous dire qu'il y a du calcium dedans pour vos enfants. Donc on ne se va pas à armes égales. Donc à partir du moment où le capitalisme ne s'arrête pas à la porte du bio, le bio, on ne va pas pouvoir se passer d'armes que pour expliquer aux consommateurs les bienfaits du bio. Il faut que le bio ait les moyens de communiquer à des heures de grande écoute. Et surtout, l'enjeu aussi, c'est que le bio fasse partie de toutes les tables. On a beaucoup parlé de consommation à domicile, mais la restauration collective reste clé, et la restauration commerciale, la restauration comme celle que vous avez, j'imagine, au Sénat, est aussi décisive. Donc je pense que si le Sénat lui-même ne soutient pas sur son menu l'agriculture plurielle que nous avons, dont le bio, c'est une perte de chance. Alors, si c'est collectif, c'est valable aussi. Dans les deux cas, s'il est soumis aux objectifs de 20% de bio, il faut que la carte, le menu du Sénat puisse refléter notre agriculture plurielle, dont le bio. Serge Mérilou. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis élu dans un département, un conseiller départemental, dans un département dans lequel le conseil départemental a initié au niveau de la restauration scolaire collective le 100% bio, 100% local, 100% fait maison. Ce qui a redonné d'ailleurs aux cuisiniers une autre facette de leur métier. Ils ne sont plus à ouvrir des boîtes ou à ouvrir des poches. Et ça a redonné du sens à leur métier. C'est un vrai choix politique qui a été initié dans ce département. Et on commence à avoir quelques années de recul, mais bon, on va aller vite. Les objectifs de la loi Egalim pour 2022 concernant la part du bio dans la restauration collective ne sont pas atteints, on l'a dit. Et dans un contexte économique dans lequel la consommation du bio à domicile n'est pas accessible pour un grand nombre de ménages, des ménages qui ont des revenus qui ne permettent pas d'accéder à ces produits-là, il nous paraît que la restauration collective, la restauration scolaire, peut être un moyen pour les enfants et pour les ménages d'accéder, de découvrir ces produits. Et donc ma question, c'est, selon vous, comment peut-on accélérer la part du bio dans la restauration collective? Quels sont les freins que vous identifiez? Et puis un vœu que l'on arrête d'opposer le bio et les autres signes officiels de qualité. Il y a la place pour tout le monde, et avec un pourcentage de bio malheureusement faible, à hauteur de 6-7%, il faut bien que l'on cohabite. Et je suis navré de voir qu'en permanence, on est dans un affrontement alors qu'on a besoin de toutes les agricultures. Merci. Qui veut répondre? Alors, merci pour cet exemple que vous citez. Et c'est un exemple de plus de collectivité, quelle que soit la taille, où justement on a choisi d'emboîter le pas à des précédents, mais on a choisi aussi d'aller plus loin. Et coûte que coûte, j'imagine, ça a dû être quoi qu'il en coûte à ce moment-là, d'aller vers ce genre de décision. Même si le résultat est sûrement pas au goût de tout le monde, en tout cas, on montre que c'est possible et qu'avec un choix politique, on arrive, peut-être pas au niveau que vous avez cité, mais on arrive à faire bouger les choses, ou en tout cas un peu plus vite que simplement ce qu'une loi peut, enfin juste incitatif peut faire. Donc cet exemple-là, c'en est un de plus, et c'en est un de plus qui montre que on a la possibilité aussi d'améliorer cette découverte des produits bio par des actions qui sont menées à destination des familles qui en sont les plus éloignées. Donc, on a des défis familles à alimentation positive qui sont à peu près répandus dans tous les départements, où on travaille avec les collectivités dans l'accompagnement social à la découverte des produits bio, mais de la même manière que ça peut se faire dans les cuisines collectives. Des gens qui ouvrent des boîtes ou réchauffent dans les cuisines collectives, malheureusement, c'est le symbole aussi de gens qui, chez eux, ouvrent des boîtes et réchauffent tout simplement. Donc cette réappropriation des produits bruts, cette réappropriation des produits locaux, ça se fait aussi, malheureusement, dans des proportions qui sont encore pas au rendez-vous, mais en tout cas, c'est ce qui est, semble-t-il, aussi un levier pour simplement, au-delà du budget, que la volonté et la sensibilité soient au rendez-vous. Alors pour augmenter cette part du bio, on a toujours beaucoup d'inertie, malheureusement, d'une réglementation des achats publics qui traîne,
qui évolue, mais malheureusement à un rythme qui n'est pas suffisant pour que chaque acheteur dans son établissement ou chaque acteuse dans son établissement puisse recourir beaucoup plus facilement à des liens plus étroits avec les productrices et les producteurs locaux, que ce soit sous signe de qualité ou pas, mais en tout cas, on a une inertie réglementaire. Ensuite, on a, et vous le savez, toutes les régions qui sont interrogées sur ce qui se passe dans les lycées redisent à l'envi qu'elles n'ont pas la main sur les agents de l'État qui sont chargés des achats. Peut-être qu'il y a un levier à actionner de ce côté-là. Et enfin, pour terminer, je crois qu'on peut prendre aussi des exemples sur plusieurs régions, et je ne veux pas faire de classement de discrimination ici, mais en tout cas, un coup de pouce à l'achat Egalim, donc un coup de pouce de 10-20 centimes sur le prix d'un repas pour aller en direction des objectifs Egalim. Ce sont des initiatives qui malheureusement ne sont pas possibles pour tout le monde et malheureusement se font finalement qu'en action dérobée par rapport à ce que peut-être on pourrait attendre aussi de la part de l'État en matière de dynamisation de l'achat bio en restauration collective. Juste dans les freins, vous nous avez posé la question explicitement des freins. Il y en a deux que je vois au quotidien, parce que nous rencontrons en permanence des chefs qui sont peut-être pas à 100%, mais à 50, 70%. Et d'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus sur notre stand au SMCL, parce que c'est là où nous les mettons en valeur. Actuellement, il y a deux grands freins. Le premier, c'est que le CAP cuisine, vous pouvez regarder, il n'y a aucune occurrence du mot bio ou même de transition agroécologique ou de saisonnalité ou de anti-gaspi. Or, on sait que si on veut mettre plus de bio au menu, il faut être hyper bon en anti-gaspi, il faut cuisiner plus, on ne peut plus acheter des pestos déjà faits, c'est trop cher. Il faut toujours cuisiner soi-même. Donc, le premier frein à lever, ce serait que le CAP cuisine évoque le bio tout au long de la formation du CAP cuisine et pas juste 4 heures à la fin noyé au milieu des autres SICO. Parce qu'en fait, le bio, c'est un mode de production, et donc c'est une autre approche. Et donc si on veut plus connecter nos chefs gastronomiques, et nos chefs même pas gastronomiques, et nos agriculteurs, le CAP cuisine est un superbe outil. Et donc je crois qu'il va y avoir une réforme des référentiels, c'est là où ça va se jouer. Et le deuxième frein qu'on voit, parce que nous on finance effectivement, on a des agriculteurs qui viennent nous voir en disant bah, ça y est, je me suis mis à faire des yaourts et des fromages blancs, mais j'ai du mal à vendre à la cantine du coin. Et souvent, c'est un problème de conditionnement. C'est-à-dire que la cantine, elle veut un pot de 5 kilos et eux, ils font des pots de 250 grammes. Donc souvent, il y a besoin d'adéquation et c'est là où le PAT, le Programme alimentaire territorial, joue un rôle absolument extraordinaire. En proportion, souvent, on remarque qu'un PAT qui cartonne et qui lève ses freins, c'est en général 5-6 chargés de mission pour à peu près 150-200 000 ventres à nourrir. Et là, ce sont des gens qui vont sur le terrain et qui vont voir l'abattoir, qui vont voir l'éleveur, qui vont voir la cantine, qui mettent tout le monde autour de la table en disant « Bon, comment on fait pour que vous achetiez des bêtes sur place, sur pied, que ça passe par l'abattoir et qu'ensuite, une fois que ça arrive dans la cantine, on puisse gérer toute une carcasse plutôt que d'acheter des filets déjà levés chez Métro. » Et ça, il y a des exemples extraordinaires où, par exemple, à Roubaix, un chef de cantine, Xavier Verquin, vous dit « Moi, j'ai embauché un boucher. » Ah bon, carrément. Il fait oui, bah, c'est très bien parce que comme ça, à chaque fois qu'on a une carcasse de bœuf qui arrive une fois par mois, bah, chez vous aussi, bah, c'est la solution. Sauf que derrière, c'est quoi? C'est de l'humain. Donc effectivement, si on ne veut pas devoir payer le surcoût au quotidien du bio, il faut revoir son fonctionnement. Et typiquement, quand on a des chargés de mission qui font le lien entre la cantine, le chef, l'abattoir, le logisticien, et qui permettent de connecter ces deux mondes, on arrive à faire le même menu pour moins cher avec du bio au menu. On essaie d'accélérer un petit peu, sans vous brimer. Merci Madame la Présidente. Deux questions très courtes. Il faut arrêter de penser que l'économie agricole dans notre pays et en Europe est une économie proche d'être une économie libérale de marché. Je veux dire, dans notre pays, on met 12-13 milliards d'euros par an de soutien direct à l'agriculture, que ce soit la PAC ou l'argent public français. Et puis, on a parlé des externalités, on pourrait parler de la redevance sur l'eau, du traitement. Donc, c'est une économie organisée et c'est une bonne chose que ce soit une économie organisée. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et donc là, j'ai deux questions pour nos intervenants. Du côté du bio, comment vous expliquez que, au fond, le tirage classique pour une campagne de promotion en soutien aux filières agricoles, c'est 30 millions généralement. Comment vous expliquez que sur le bio, on soit passé à 5 millions? Et puis, par rapport à la bio, est-ce que vous avez une évaluation, parce que tous les labels, ils ne sont pas spontanés, ces labels, ils ont été construits
politiquement? Et est-ce que du côté de la FNAB, vous avez une évaluation de la diversion qui a pu avoir de la bio vers HVE, par exemple, en termes de soutien, et notamment autour de toutes les mesures agri-environnementales éco-régies? Merci. Alors, très rapidement, sur l'information des citoyens, dont on parle beaucoup ce matin, et c'est tant mieux. Les annonces qui ont été faites aujourd'hui de 5 millions d'euros supplémentaires pendant 3 ans, ce sont des moyens qui viennent de la planification écologique. C'est dans le cadre de la planification écologique qu'on va avoir davantage de moyens. En aucun cas, ce sont du financement. C'est du financement qui est comparable à d'autres opérations de communication. La plupart du temps, quand on commence à chiffrer en dizaines de millions d'euros les opérations de communication, ça veut dire que les interprofessions se sont chargées du sujet, se sont mobilisées pour avoir du résultat à hauteur de ce qu'elles attendent. Et la plupart du temps, effectivement, pour être efficace, c'est en dizaines de millions d'euros que ça se chiffre. Aujourd'hui, toutes les agricultrices et les agriculteurs financent ces interprofessions par l'intermédiaire de contributions qui sont collectées à la source, et ces contributions vont abonder un budget qui est tantôt orienté vers de la recherche, vers de la communication ou d'autres, mais en tout cas ces orientations budgétaires-là, elles se font au sein d'une interprofession qui est évidemment aujourd'hui quand même majoritairement et depuis longtemps tournée vers une agriculture qui n'a pas grand-chose de bio. Donc même si les choses changent positivement et c'est divers selon les filières, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Monsieur le ministre semblait s'inquiéter justement de cette réticence qu'il pouvait y avoir dans les interprofessions à aller un peu plus loin encore dans le financement des campagnes de communication. C'est une bonne chose. Encore faut-il maintenant que ça puisse se concrétiser et qu'enfin on arrive à franchir ce seuil, cette masse critique de finances pour la communication. Certes, on a eu 5% de mieux par une campagne Bioréflexe montée finalement avec grand talent, mais finalement juste avec 1,5 million, 2 millions, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait gagner si on multipliait par 2, 3, 4, 5, 10 ? On imagine bien qu'aujourd'hui, je ne serai pas là ce matin devant vous pour parler des difficultés de la filière bio. On pourrait peut-être parler du programme Ambition Bio pour passer de 18 à 21%, mais en tout cas, je ne serai pas là pour parler de difficultés. Donc, aujourd'hui, on a besoin aussi de recentrer les moyens qui sont mis au pot par tous les productrices et les producteurs sous forme de ces contributions. Il y a un statut des interpros. Est-ce qu'il faut une interprofession bio? Aujourd'hui, la question se pose. Peut-être qu'il faut la construire, mais à ce moment-là, donnons-nous les moyens, dans le cadre juridique qui le permet, d'avoir une interpro bio digne de ce nom, avec les budgets qui iront au bout. Moi, je suis prêt à en discuter, évidemment. Donc ce sujet-là, il est crucial pour notre développement. Je compléterai l'ADEME, qui nous éduque à la transition énergétique, qui nous apprend donc à éteindre les lumières, à trier nos déchets. Il y a encore quelques années, c'était assez exotique comme idée de consacrer 1 mètre carré à 4 poubelles. Nous a éduqués sur le long terme. Les budgets de communication de l'ADEME à destination du grand public tournent aux alentours de 30 millions d'euros. Donc effectivement, ça nous donne une bonne indication de combien on a besoin pour pouvoir éduquer à la transition, parce que c'est des changements d'usage, c'est pas juste dire manger bio ça rend beau, ça suffira pas. Ça pourra ponctuellement relancer la demande et peut-être faire en sorte qu'on garde intact notre patrimoine de 60 000 fermes bio, sans que certaines soient perdues en route. En revanche, sur le long terme, c'est un enjeu d'éducation, c'est la consommation bio, c'est un éco-geste dont il faut donner le mode d'emploi. Parce que oui, chacun peut manger bio, quel que soit son pouvoir d'achat, c'est juste une question peut-être de jus de cerveau, d'huile de coude et d'énergie allouée à son alimentation. Mais nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut plus réinvestir sur notre alimentation. Amel Gacquer. Merci Madame la Présidente. Je vais revenir rapidement sur l'objectif des 20% de bio dans les restaurants collectifs non atteints aujourd'hui. Ce qui est mis en avant en fait par les restaurants, c'est le prix des matières premières aujourd'hui. Mais d'autres freins, beaucoup plus complexes encore, ce sont les filières locales pas assez structurées, ça a été dit, pour répondre en tout cas aux contraintes. Et je vais prendre l'exemple d'un hôpital, par exemple, qui peut avoir des exigences importantes. Moi, ce que je pointe du doigt, en fait, ce sont les inégalités territoriales qui s'imposent, en fait, aujourd'hui aux cantines et aux citoyens. Ma question est très claire, hein. Quelles pistes concrètes proposer pour pallier à ça? Est-ce que dans l'objectif fixé des 18% de surface bio en 2027,
cette inégalité territoriale est intégrée. Et puis autre sujet très bref, c'est l'accompagnement des collectivités territoriales pour l'atteinte de cet objectif. Est-ce qu'aujourd'hui il existe et est-ce qu'il est suffisant? Je vous remercie. Alors, évidemment que cette diversité territoriale, elle s'ajoute et elle se superpose à la diversité des productions et des profils des fermes. Aujourd'hui, à ma connaissance, la seule structuration des politiques territoriales en matière d'alimentation, elle est passée par les PAT, par des moyens qui ont été mis en avant, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais avec du temps de construction, de co-construction sur le terrain et de mobilisation, justement pour voir les adéquations qu'il peut y avoir. On a travaillé depuis maintenant plusieurs années, justement avec des gens plus spécialisés que nous à la FNAB, sur cette question d'adéquation. Nous, côté producteur, vous, côté acheteur, et puis c'est mis en relation. Ça aboutit, par exemple, dans beaucoup d'endroits, à des plateformes logistiques de mise en relation, parce que nous, c'est pas notre métier d'aller nous préparer à l'achat de la restauration collective, et c'est pas leur métier de traîner la campagne pour trouver les meilleurs produits. Donc, on a créé des maillons supplémentaires. Pour une fois, un maillon supplémentaire, ça avait tout son sens. Il y a des fois, on voudrait en supprimer, il y en a trop, mais là, ça avait tout son sens de mettre un maillon supplémentaire. Donc, des plateformes du réseau Manger Bio, elles sont là à peu près dans toutes les régions, elles font ce travail de lien. Mais c'est l'initiative d'une association. Ça n'a rien de structurant, rien d'obligatoire évidemment, et c'est porté à bout de bras par des productrices et des producteurs qui font ce travail-là. Donc on a besoin, je vais le redire, malheureusement, que ces PAT, qu'on ait une version 2 qui arrive très rapidement pour qu'enfin on ait la dimension Egalim qui soit prise à la hauteur des enjeux et qu'on ne se contente pas maintenant d'installer quelques partenariats par-ci par-là avec des producteurs locaux, mais que ça en reste là. S'il vous plaît, non, qu'on s'en arrête pas là, parce que ça sera vraiment un échec de relocalisation et de transition alimentaire. Donc pour moi, c'est l'outil, malheureusement, qui a évidemment plus que le mérite d'exister actuellement, mais sur lequel on doit pouvoir compter demain. Effectivement, il y a une rupture de l'égalité des citoyens vis-à-vis du bio. Il y a des zones blanches, il y a des zones très bio. Ce qu'on constate, c'est que effectivement, les PAT sont un formidable outil pour essayer d'égaliser ça. Et nous, à l'agence bio, on a des sortes d'homologues régionales qui sont les interbio. Il n'en existe que dans 7 régions sur 13. Et qui font effectivement ce travail de connecter les régions, les demandes des collectivités avec à la fois l'amont et l'aval. Donc effectivement, il y aurait peut-être une piste à creuser puisque c'est soumis à l'aléa de la décision du président de région. Christian Redon-Sarrazy. Oui, merci Madame la Présidente. En ce qui concerne le financement du bio, on a un sentiment d'improvisation qui est assez contradictoire avec les objectifs très ambitieux affichés par le gouvernement. 10 millions annoncés au salon, puis 60 millions pour l'aide d'urgence, puis encore 10 millions pour la communication. Dans le même temps, les aides à la conversion du premier pilier de la PAC sont sous-consommées en raison de la crise actuelle. Les éco-régimes passent donc à 92 € au lieu de 110. Vous plaidez donc pour un transfert du second pilier vers le premier pilier, mais comme vient de le rappeler le ministère de l'Agriculture, il est impossible de modifier le plan stratégique avant 2026. Dans ces conditions, quelle architecture un peu plus durable de financement public pourriez-vous imaginer? Alors, effectivement, au regard de ce scénario, qui se confirmera malheureusement que quand on aura des chiffres définitifs sur la consommation des enveloppes, alloués à la conversion à l'agriculture biologique. 150 millions probablement, peut-être plus, qui étaient destinés et qui ont été longtemps mis de côté par nos interlocuteurs au ministère en disant que il fallait attendre confirmation des chiffres et puis de toute façon il fallait attendre peut-être l'arrivée de la fin de la PAC pour voir ce qui resterait vraiment à consommer. Aujourd'hui, heureusement, j'espère qu'on va s'attaquer rapidement au sujet de façon à ce qu'on ne soit pas dans cette absurdité totale où on est en manque de moyens conséquents pour des filières qui sont en construction, en émergence d'un côté, et de l'autre côté, une politique hyper volontariste qui a mis beaucoup sur la conversion, qui aurait peut-être mérité un peu de modération, parce qu'une conversion à tout va, sans finalement structurer, c'était peut-être pas raisonnable. En tout cas, c'est là, maintenant. Comment faire? Donc, vous l'avez dit, des impossibilités techniques qui nous sont avancées par le ministère, et assez souvent, malheureusement, la rigidité de la PAC qui fait que, quand bien même on a des fenêtres de faisabilité qui s'ouvrent, de toute façon, c'est toujours à
1 an, 2 ans, voire 3 ans de mise en œuvre. Donc aujourd'hui, pour moi, quand je vais retourner voir mes collègues, c'est évidemment pas des réponses qui vont les satisfaire. Donc, comment faire? Aujourd'hui, on a évidemment la question du crédit d'impôt, mais qui vient d'être réévalué et qui finalement n'est pas une solution structurelle. On a la solution des mesures agro-environnementales et climatiques qui aujourd'hui sont largement décriées aussi par l'insuffisance des moyens qui sont mis en face. Donc la solution, malheureusement, au-delà d'avoir, par exemple dans le projet de loi de finances, une possibilité d'intervenir ponctuellement justement sur une aide producteurs, organisations de producteurs qui puissent pallier ce manque le temps de faire évoluer la politique agricole commune, et un travail sur le rééquilibrage entre les différentes aides. Moi, je demande depuis maintenant plusieurs mois au ministère la mise en place d'une instance de concertation et de décision justement sur les moyens alloués à l'agriculture biologique, puisque aujourd'hui, l'Europe, l'État, les régions, les agences de l'eau et d'autres échelles de collectivités encore ont leur mot à dire dans les objectifs de développement sur leur territoire. Personne ne se rencontre au niveau national. C'est toujours en bilatéral. Jamais on a au niveau national ce qui se passe dans les régions sous forme de commission régionale agro-environnementale et climatique. Dans toutes les régions, il s'en tient au moins 2 par an, avec un ordre du jour, avec des préparations, avec des votes, des délibérations et des actions. Aujourd'hui, les agences de l'eau, par exemple, sont demandeuses de ce genre d'instance-là. Ça n'a pas lieu au niveau national. On en a besoin aujourd'hui. On devrait en avoir depuis bien longtemps pour anticiper l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. On ne l'a pas. Mais c'est dans ce genre d'instance-là, j'espère qu'elle sera créée prochainement, qu'on pourra justement anticiper et peut-être préparer des révisions du plan stratégique national qui auront un vrai effet positif sur l'agriculture biologique. Rémi Cardon, on accélère un petit peu parce qu'on va devoir clôturer notre audition. Pour faire court, puisque une partie de ma question a été posée, nous le savons, quoi qu'il arrive, on doit avoir une offre biologique, agriculture bio, qui gagne des terres et du terrain dans nos assiettes. Mais aujourd'hui, on a quand même du mal, au-delà des fonds d'urgence et du fonds Avenir Bio 2023, porté à 15 millions, à y voir clair sur est-ce qu'on va arriver nettement à l'objectif de 18%, d'aller plus loin, de s'approcher plutôt des 25%. Et donc moi, ma question elle est très simple. Au-delà des solutions que vous venez de définir et les différents leviers, est-ce que vous avez un chiffrage réel à quelques mois d'une loi de programmation sur l'agriculture justement? Voilà, est-ce que vous avez un chiffrage réel, concret à nous présenter? Aujourd'hui, tout va dépendre du contenu qu'on aura dans ce programme Ambition Bio. Le programme Ambition Bio va définir des orientations qui vont avoir des conséquences. Malheureusement, ce programme Ambition Bio n'est pas adossé à un quelconque mode de financement, à un quelconque schéma d'organisation de finances qui fera foi par rapport au socle de financement des aides qui a lieu. Donc malheureusement, on pourra avoir un dispositif qui sera précis, ambitieux, axé tant sur l'installation que sur la promotion, que sur la production, la recherche aux alternatives ou autres. En face de ça, moi, tant qu'on n'aura pas un ministère qui aura pris la mesure de l'enjeu et qui sera investi suffisamment, aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, les personnes qui sont au quotidien sur l'agriculture biologique, j'ai assez d'une main pour les compter. Donc, tant qu'on n'aura pas dépassé ce seuil-là et tant qu'on n'aura pas eu non plus de changement d'échelle dans la préoccupation du ministère sur l'agriculture biologique, malheureusement, on en restera à des initiatives qui sont sûrement un peu décousues, tant sur le plan politique que sur le plan économique avec la structuration des filières. Daniel Gremillet. Oui, merci Madame la Présidente. En tant que président du groupe de suivi Egalim avec ma collègue Anne-Catherine Loisier, je m'interroge vraiment sur le réalisme de l'atteinte des 20% de production bio dans la restauration collective notamment. Je vais être très bref puisque le rapport remis par le gouvernement au mois d'avril, le rapport du CGAER et la situation des cantines de l'administration montrent que le travail que nous avons fait au Sénat dans le groupe de suivi
est complètement pertinent. On est en plein dedans. Compte tenu de la question qui a été posée par Serge et celle d'Amel, parce qu'en fait, c'était de savoir comment pouvons-nous, et je le dis notamment à Laure Verdeau, qu'on avait eu le plaisir d'auditionner cet été, c'était de voir l'angle d'attaque pour donner envie et voir comment, dans la restauration collective, on pouvait améliorer l'utilisation. Mais je coupe là ma question, parce qu'il n'y a plus de questions, compte tenu que vous y avez déjà pratiquement répondu. Est-ce que je peux juste élargir et regarder ce que font nos voisins européens? Il y avait le congrès... Ah, je ne m'en rappelle plus, mais je dois être probablement d'accord avec moi-même, mais vous me redirez. En fait, il y avait le congrès européen de la bio qui s'est tenu en Espagne, en Andalousie d'ailleurs, le mois dernier. Et les Suédois nous disaient que leur objectif d'achat public, tout alimentaire confondu, c'est 60% de bio et ils en sont à 35%. Les Italiens ont un objectif de 50% d'achat public alimentaire en bio, ils en sont à 20%. Donc, d'une manière générale, on voit que les exemples européens peuvent être aspirants. On a parlé beaucoup des Danois qui mangent 12% de bio à la maison, mais à la cantine, on a des voisins qui ont des politiques beaucoup plus ambitieuses et qui ont levé ces freins-là. Et notamment parce qu'ils ont pu connecter toute cette affaire d'humain. À partir du moment où vous avez des chargés de mission qui vont sur le terrain et qui connectent les différentes chaînes alimentaires, on se retrouve avec une cohérence qui permet de réussir les objectifs que la nation s'est fixés. Alors, il nous reste Fabien Gué. Fabien, non, tu n'as plus de questions? C'est qu'à dire. Bonjour. Deux questions rapides. La première, je me suis beaucoup intéressé au FEAD, à l'aide alimentaire aux plus démunis, qui est en train d'exploser. Ah, pardon, c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Je me suis beaucoup intéressé à l'aide aux plus démunis, au FEAD notamment, ces fonds européens. Et il y a une question, je pense que tous les publics doivent avoir accès au bio et au meilleur. Ça ne doit pas être réservé à une élite. Et je considère qu'on ne fait pas assez sur l'aide aux plus démunis, d'une part, et qu'on ne fait rien pour leur donner accès au bio. Donc je pense que vous devez... Enfin, quelle réflexion vous menez sur ça, et c'est évidemment très compliqué. La deuxième, c'est, vous en avez parlé, mais juste un mot sur les labels. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. On ne voit pas, et vous l'avez dit, Madame la directrice, la première chose, c'est que le consommateur ou la consommatrice ne s'y retrouve pas, ne comprend pas tout entre... enfin bon, tous les labels. Donc, quelle réflexion vous menez sur cette question? Et puis la dernière... Moi, je suis un farouche opposant avec mon groupe politique au traité de libre-échange. Et je pense que nous devrions avoir une réflexion. Tout ce qui est bio n'est pas bon pour l'environnement. Moi, je le dis, quand je vais au supermarché et que je vois des kiwis, des avocats, peu importe, bio venant de l'autre bout de la planète, j'ai une réflexion. Je pense que le bio, c'est d'abord du local et de la saison. Et donc, on ne peut pas placer... à mon sens, le bio produit ici et de façon locale est celui qui fait 4 fois le tour de la planète. Là, on a un véritable problème. Donc, quelle est votre réflexion sur ces questions? Voilà, j'ai été court, là. Le cahier des charges bio, c'est 300 pages de mode d'emploi agronomique. Ça dit comment c'est produit, ça dit pas où c'est produit. C'est pas un code postal. Donc, je comprends tout à fait votre point. Maintenant, rappelons que les importations en bio sont de 28%. Et si on retire les produits exotiques qui, de toute façon, ne pousseront pas bio ou pas bio sur nos contrées, on est même en dessous de ce taux-là, comme je vous l'avais indiqué. Sur le bio pour toutes les populations, nous sommes entièrement d'accord. Nous avons d'ailleurs fêté la journée européenne de la bio cette année à l'immeuble de l'Armée du Salut, puisque le groupe de restauration sociale et d'inclusion Refugee Food, lui, recourt à une vingtaine de % de produits bio. Ça nous tenait à cœur de montrer qu'effectivement, même dans les populations en situation de précarité, ont droit au bio et au bio de qualité locale. Ils sont d'ailleurs en partenariat avec la coopérative bio d'Île-de-France. Et quant au bio qui voyage, rappelons, comme l'ADEME nous le précise, que l'empreinte environnementale d'un aliment, c'est 80% son mode de production, ce 20% son transport. Donc l'impact, il n'est pas dans le réservoir du camion qui l'emmène, il n'est pas même dans le réservoir de fioul du tracteur qui laboure, il est dans
le mode de production. Pardon ? Alors, Bernard Buis, Laurent, s'il te plaît. Merci, Présidente. Rapidement, un témoignage. Dans la Drôme, comme pour mon collègue de la Dordogne, nous avons mis en place au niveau du département, on sert 1 750 000 repas par an dans les cantines du département. On était l'année passée scolaire à 47% de produits bio servis, avec un tarif moyen denrée de 2,25 €. Je vous donne des chiffres puisqu'on avait la question hier. Et on a aujourd'hui facturé aux familles 3,45 €. Voilà, donc le reste, c'est une décision politique, comme chez le collègue. Et donc aujourd'hui, pour savoir les impayés, on a moins de 1% d'impayés, puisqu'on aide avec des bourses départementales et avec les fonds sociaux de l'État. Voilà, donc ma question qui décoiffe peut-être, le bio est-il compatible avec les OGM? Autrement dit, notre société pourrait-elle bénéficier d'une agriculture basée sur ces deux procédés pour n'en tirer que des avantages? Alors que, effectivement, et pour faire très rapide, juste peut-être sur cette dernière question qui se détache vraiment du reste, évidemment que la question se pose aujourd'hui où l'évolution du cadre réglementaire est en complète peut-être révolution, dans la mesure où ce qui a été raccompagné gentiment à la porte risque de rentrer violemment par la fenêtre, peu importe sur ce que ça peut apporter ou finalement engendrer comme nuisance. Ce qu'on demande, nous, producteurs bio, c'est la possibilité d'une traçabilité dont la probité est absolue. Aujourd'hui, ce qui arrive risque de jeter un nouveau discrédit sur l'agriculture biologique. On risque de se retrouver peut-être dans une prochaine émission où on va devoir prouver qu'on a été indemne de toute contamination, donc que les produits génétiquement modifiés cultivés par nos voisins ne sont pas venus modifier génétiquement nos productions. Donc cet enjeu-là, il est crucial pour nous. Peu importe sur le débat de fond, en tout cas c'est sur la forme, on a absolument besoin d'une réglementation qui garantisse une traçabilité et qui garantissent la possibilité de respecter notre cahier des charges. Je pourrais prendre le cas de la contamination au prosulfocarbe, un produit aujourd'hui qui est extrêmement volatile, qui fait courir un danger à toutes les productions, qu'elles soient bio ou pas bio d'ailleurs. Les contaminations aujourd'hui sont le vrai sujet de crédit de l'agriculture biologique et de l'alimentation demain. Donc soyons vigilants justement pour que aussi sur la question génétique, on ne laisse pas la porte ouverte aussi à des discrédits sur l'alimentation bio. Alors, dernière question, Antoinette Gull. Je m'excuse auprès de Philippe Grosvalet et de Jean-Marc Boyer parce que vous étiez inscrits hors limite et que l'on doit maintenant examiner le rapport de notre collègue Anne-Catherine Loisier. Antoinette Gull, dernière question. Oui, merci Madame la Présidente. Alors déjà, je voulais remercier nos deux invités. Alors d'une part pour ce qui vient d'être dit, mais également pour tout le travail qui est fait quotidiennement au cours des années, parce que c'est très précieux de pouvoir avoir une agriculture biologique en France qui ait à la fois ce niveau et la diversité que présente l'agriculture biologique française. Moi, j'ai en fait 3 points que j'aimerais aborder. Le premier, qui est un point un peu conjoncturel. On sait qu'on est en période d'inflation, on est en période d'inflation alimentaire forte. Moi, j'aimerais savoir, concernant les produits bio, quel est le rôle de la grande distribution. J'ai lu votre note de conjoncture, celle qui est publiée par l'agence bio très régulièrement, et je constate qu'il y a toujours le même process. Nous avons là une baisse de volume importante, que ce soit sur le lait de vache bio, que ce soit sur la viande bovine, ovine, porcine, que ce soit sur les œufs. On a donc une baisse de volume, une augmentation de la valeur pour les producteurs et une augmentation du prix de vente qui est nettement supérieure à l'addition des 2 précédents. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des marges beaucoup plus importantes qui sont faites par la grande distribution en ce moment, alors qu'on est en pleine inflation, sur les produits bio. Et donc je dis que cette attaque-là est une attaque réelle que je constate en lisant les chiffres. Peut-être que mon analyse mérite des précisions, mais en tout cas, je me base sur vos chiffres. Je trouve que ça pose la question de la régulation des marges, en particulier pour les produits bio dans la grande distribution. C'est mon premier point. Mon deuxième point, oui. Rapidement. En fait, j'ai 2 autres petites questions. Le deuxième, c'est Fonds Avenir Bio, 18 millions d'euros. Là, on constate quand même aussi l'étroitesse des financements.
en réalité, qui sont donnés quand vous dites qu'avec 18 millions d'euros, vous avez à gérer en fait toute l'innovation et la construction de nouvelles filières bio, eh bien je trouve qu'on n'est pas à la hauteur en fait de l'enjeu environnemental. Ça fait 4 mois qu'on a les températures les plus chaudes jamais enregistrées et on nous dit qu'on met 18 millions dans le fonds Avenir Bio. Bah, écoutez, je trouve que là on est très très en deçà de ce que mérite. Et dernier point sur les plus défavorisés, et j'arrêterai là. Est-ce que la sécurité sociale alimentaire n'est pas aussi une solution? Vous savez que nous le portons fortement, nous les écologistes, nous portons fortement cette innovation. Est-ce que ce n'est pas une solution Madame aussi et monsieur, à la demande? Une réponse très synthétique, s'il vous plaît. Alors, je fais de mon mieux. Sur l'inflation qui se reflète évidemment sur tous les paniers bio, malheureusement, je crois que il n'est pas temps d'incriminer un mode de distribution ou un autre. On sait qu'on a d'un côté des démarches de commerce équitable qui viennent labelliser des partenariats, des contrats au long cours qui sécurisent les maillons de la filière. De l'autre côté, eh bien, une parfaite liberté de faire tout ce qui semble bon à chaque maillon. Aujourd'hui, en tout cas, il faut que tout ça se fasse dans le minimum de transparence, quand il y a lieu d'avoir de la transparence. Donc je reviens sur la question de l'observatoire des prix et des marges. Pour moi, la solution, elle est quand même en grande partie là. Et s'il y a des acteurs qui dépassent la ligne rouge, eh bien à ce moment-là, que ce soit à la connaissance, peu importe d'une réglementation, mais au moins des consommateurs. Donc, juste pour terminer sur la sécurité sociale alimentaire, puisque le fonds Avenir Bio, effectivement, on en a parlé, sécurité sociale alimentaire, pour moi, ça me rapproche tout simplement des sujets qu'on a abordés jusqu'à présent, sur finalement le vrai coût de l'alimentation, sur la part subventionnée de l'alimentation, ce qui vient de la PAC. Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter à un moment donné, de la même manière qu'aujourd'hui sur le transport, j'aime bien faire cette analogie entre l'alimentation et les transports, on a des régions en France où on parle de rendre le transport en commun gratuit et à d'autres moments où on va être au contraire sur privilégier l'utilisation de voitures personnelles avec une seule personne dedans. Donc il faut se poser ces questions-là, et est-ce qu'on pourrait imaginer justement qu'on ait une part de revenus garantie systématiquement pour l'alimentation? Je pense que le débat se pose aujourd'hui puisqu'on est en pleine période de transition alimentaire. Voilà, merci au nom de l'ensemble de nos collègues de la Commission, Monsieur le Président, Madame la Directrice. On savait que ces débats allaient être passionnés. Ils le sont, ils sont tout autant passionnants, et je pense qu'on aura d'autres occasions de nouveau pour évoquer la question de l'agriculture d'une façon générale et de l'agriculture biologique, bien sûr. Merci beaucoup.